elle arriva chez lui au petit matin. Elle entra discrètement, tout doucement, à pas feutrés, flottant dans la pièce comme un fantôme, un spectre. Le frou de sa mante à capuchon sur sa peau nue était le seul bruit qui accompagnait ses gestes. C'est pourtant cet infime bruissement, à peine audible, qui réveilla le sorceleur, ou plutôt le tira du demi-sommeil qui le berçait avec monotonie. Il était comme dans un gouffre insondable, en suspens entre le fond et la surface d'une mer paisible, parmi les lianes de Géomont qui ondulaient tout doucement. Il ne bougea pas, il n'eut même pas un frémissement. La jeune fille s'approcha de lui, se défit de sa mante, et puis, lentement, avec hésitation, ploya un genou qu'elle appuya contre le bord du lit. Il l'observait à travers ses cils baissés, en feignant toujours de dormir. La fille grimpa avec précaution sur le lit, sur lui, et l'enserra de ses cuisses. Prenant appui sur ses bras tendus, elle effleura son visage de ses cheveux qui fleuraient la camomille. Résolue et comme impatiente, elle se pencha, lui caressant la paupière, la joue, la bouche, de la pointe de ses seins. Il sourit et l'attrapa par les épaules d'un geste très lent, avec retenue et délicatesse. Elle se redressa, échappant à ses doigts, rayonnante, éclairée par-dessous. La lueur brumeuse de l'aube estompait son éclat. Il remuait, mais d'une ferme pression des deux mains, elle lui interdit. Avec des mouvements légers, mais décidés de ses hanches, elle exigeait une réponse. Il répondit. Elle ne reculait plus devant ses mains. Elle renversa la tête en arrière, secoua ses cheveux. Sa peau était fraîche et étonnamment lisse. Ses yeux, qu'il vit lorsqu'elle approcha son visage du sien, étaient grands et sombres, comme ceux d'une ondine. Percé, il sombra dans une mer de camomille, dont le calme disparut pour céder la place à la tempête de ses flots mugissants. On raconta par la suite que l'homme était arrivé par le nord, par la porte des Cordiers. Il allait à pied, menant par la bride de son cheval chargé de bagages. L'après-midi était bien avancé. Cordier et Bourrelier avaient déjà fermé leurs échoppes. La ruelle était déserte. En dépit de la chaleur, l'homme portait un manteau noir jeté sur ses épaules. Il attirait l'attention. Il s'arrêta devant l'auberge au vieux Naharacore. Il resta planté là quelques minutes à écouter le brouhaha des conversations. L'auberge, comme d'habitude à cette heure, était noire de monde. L'inconnu n'entra pas au vieux Naharacore. Il entraîna son cheval plus loin, vers le bas de la rue, où se trouvait un autre cabaret, plus petit, qui s'appelait Au Renard. Le cabaret était vide. Il n'avait pas très bonne réputation. Le patron leva la tête de son tonneau de cornichons marinés pour toiser le client. L'étranger, qui n'avait pas ôté son manteau, se tenait devant le comptoir, raide, figé, il ne disait mot. « Qu'est-ce que ça sera ?» Une bière, répondit l'inconnu. Il avait une voix désagréable. Le cabaretier s'essuya les mains à son tablier de toile et remplit un boc en grès. Le pot était épréché. L'inconnu n'était pas vieux, mais il avait les cheveux pratiquement blancs. Sous son manteau, il portait un pourpoint de cuir râpé, lacé à l'encloture et sur les manches. Quand il se débarrassa de son manteau, tous remarquèrent le glaive suspendu à la ceinture de son dos. Qu'il eût une arme n'avait en soi rien d'étonnant. À Vissima, presque tout le monde se promenait armé. Cependant, personne ne portait son glaive suspendu dans le dos, comme un arc ou un carquois. L'homme n'alla pas s'asseoir à une table au milieu des rares clients. Il resta au comptoir, scrutant le cabaretier. Il avala une gorgée de bière. « Je cherche une chambre pour la nuit. »« Il n'y en a pas, » grogna le cabaretier, en considérant les bottes de son client, sales et poussiéreuses. « Allez voir au vieux Naharacore. Je préférerais ici. Il n'y en a pas. » Le cabaretier identifia enfin l'accent de l'inconnu. C'était un riff. « Je paierai
échangé à voix basse, marquant comme de l'hésitation. C'est alors que toute cette horrible histoire a commencé. Un butor, au visage marqué par la petite vérole et à la mine patibulaire, se leva et s'approcha du comptoir. Il n'avait pas quitté l'étranger des yeux depuis son entrée dans le cabaret. Ses deux compagnons vinrent se placer juste derrière lui, à 2 pas au plus. Y a pas de place, gredin, vagabond de rive, râla le grelet en serrant l'inconnu de près. On n'a pas besoin de type comme toi par ici. Vizima est une ville bien. L'inconnu prit son boc et s'écarta. Il regarda le cabaretier, mais celui-ci évitait son regard. Il n'avait pas la moindre intention de défendre le rive. Après tout, qui est-ce qui aimait les rives? Tous les rives sont des voleurs, poursuivit le grelet, qui puaient la bière, l'ail et la méchanceté. Tu entends ce que je te dis, espèce de pan de nuit? Il n'entend pas, il a de la merde dans les oreilles, dit l'un de ses deux acolytes, ce qui provoqua les ricanements de l'autre. Paix et fiche-moi le camp, hurla le grelet. Alors seulement l'inconnu le regarda. Je finis ma bière. On va t'y aider, grâce à le butor. L'homme envoya promener le boc que tenait le rive, puis attrapa celui-ci par l'épaule, en glissant les doigts sous le baudrier qui lui barrait la poitrine en diagonale. L'un de ses compagnons leva le poing, prêt à frapper. L'étranger se tortilla comme un ver et déséquilibra le grelet. Il dégaina son glaive, qui siffla dans son fourreau et brilla d'un bref éclat, en réfléchissant à la lumière des lanternes. Ce fut la confusion générale. Des cris. Un des clients se rua vers la sortie. Une chaise calbutée tomba avec fracas. Des pots de grès heurtèrent le sol avec un bruit sourd. Les lèvres tremblantes, le cabaretier contemplait le crâne horriblement défoncé du grelet qui se laissait choir, les doigts agrippés au comptoir, puis disparaissait de sa vue, comme s'il se noyait. Les deux autres gissaient par terre, l'un ne bougeait plus, l'autre se tordait dans des mouvements convulsifs, au milieu d'une flaque sombre qui grandissait à vue d'œil. Un cri aigu de femme, hystérique, vrillait dans les oreilles, vibra dans l'air. Le patron du cabaret eut un hoquet et se mit à vomir. L'étranger recula contre le mur, ramassé, crispé sur ses gardes. Tenant son glaive à 2 mains, il fouettait l'air de la pointe. Personne ne bougeait. La terreur, telle de la boue glacée, recouvrait les visages, paralysait les membres, obstruait les gorges. Des gardes firent éruption dans le cabaret en faisant grand tapage. Ils étaient 3. Ils devaient se trouver à proximité. Ils tenaient leur martinet, prêts à entrer en action, mais dégainèrent leur glaive dès qu'ils eurent aperçu les cadavres. Le rive s'adossa au mur. De sa main gauche, il tira un poignard glissé dans sa botte. Lâche ça, hurla d'une voix tremblante un des gardes. Lâche ça, bandit, et suis-nous. Un deuxième garde donna un coup de pied dans une table qui l'empêchait d'atteindre le rive par le flanc. File chercha du renfort, Treshka, hurla-t-il le troisième, resté près de la porte. Inutile, fit l'inconnu, en baissant son glaive. J'y vais tout seul. Tu vas nous suivre, graine de chien. Au bout d'une corde. Que là le garde tout tremblant. Lâche ton glaive, sinon je te défonce le crâne. Le rive se redressa. Il s'empara prestement d'une dague dissimulée sous son aisselle gauche et, brandissant son bras droit dans la direction des gardes, traçant dans les airs un signe rapide et compliqué. On vit alors scintiller les clous, dont étaient généreusement gardies les manchettes de son pourpoint de cuir, qui lui montaient jusqu'au coude. Les gardes reculèrent aussitôt en se protégeant la figure de leur avant-bras. Un client se leva d'un bond, un autre s'enfuit vers la porte. La femme poussa un nouveau cri, sauvage, terrifiant. J'y vais tout seul, répéta l'inconnu d'une voix sonore, métallique, et vous 3, marchez devant. Conduisez-moi chez le burgrave, je ne connais pas le chemin. Oui, seigneur, bredouilla l'un des gardes avec un air penaud. Il avança vers la sortie, en jetant des regards inquiets autour de lui. Les deux autres le suivirent, précipitamment, en marchant à reculons. L'homme les imita, en rangeant son glaive dans son fourreau et son poignard dans sa botte. Tandis qu'il passait devant les tables, les clients se cachaient la tête sous les pans de leurs vêtements. Veulera, le burgrave de Vizima, se gratta le menton. Il réfléchissait. Il n'était ni superstitieux, ni peureux, mais l'idée de rester en tête à tête avec l'homme aux cheveux blancs ne lui souriait guère. Il finit par se décider.
l'inconnu s'assit. Il n'avait plus son glaive ni son manteau. Je t'écoute, dit Velora, en jouant avec le lourd sceptre posé sur son bureau. Je suis Velora, le burgrave de Vizima. Qu'as-tu à me dire, honoré brigand, avant que je te fasse jeter au cachot? 3 hommes tués et une tentative d'ensorcellement. Tu y vas fort. Pour de tels forfaits, chez nous, à Vizima, c'est le supplice du pâle. Mais comme je suis un homme juste, je vais d'abord t'écouter. Parle. Le rive dépassa son pourpoint et tira de l'enclôture un parchemin blanc. Au croisé des chemins, dans les tavernes, cet appel est placardé partout, fit-il doucement. C'est vrai ce qui est écrit dessus. Ah, grommela Velora, en regardant les runes gravées sur la peau de chèvre. C'est de cela qu'il s'agit. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Eh bien oui, c'est vrai. Tout ce qu'il y a de plus vrai. Cet appel porte la signature du roi Foltest, seigneur de Témérie, Pontard et Mahakam. C'est donc que c'est vrai. Mais un appel est une chose et la loi en est une autre. Ici, à Vizima, c'est moi qui fais respecter l'ordre et la loi. Et je ne permettrai pas qu'on assassine des gens, tu m'entends? Le rive acquiesça d'un signe de la tête. Tu as ton emblème de sorceleur, demanda Velora, haletant de colère. L'inconnu replongea la main dans l'enclôture de son pourpoint et en extirpa un médaillon rond suspendu à son cou par une chaînette en argent. Le médaillon figurait une tête de loup montrant les crocs. Tu as un nom, tu n'es pas obligé de me donner le vrai. Ce n'est pas pour satisfaire ma curiosité, mais pour la commodité de la conversation. Je m'appelle Gérald. Allons-y pour Gérald, de Rivy, à en juger par ton accent. Oui. Tu sais quoi, Gérald, laisse tomber. Velora tapota la pelle du plat de la main. C'est une affaire sérieuse. Beaucoup s'y sont déjà essayés. Ça, mon frère, c'est autre chose que de flanquer une rosée à quelques vauriens. Je le sais, c'est mon métier burgrave. Il est écrit sur la pelle qu'il y a 3000 orins de récompense. 3000, oui. Velora eut une boule de dédain. Et la main de la princesse, si on en croit la rumeur, même si sa gracieuse majesté Foltest n'a rien écrit de tel. La princesse ne m'intéresse pas, dit tranquillement Gérald. Impassible, les mains posées sur les genoux, il est écrit 3000. Quelle époque, soupira le burgrave. Quelle époque pourrie. Qui aurait pensé, il y a encore 20 ans, même en ayant bu, qu'il existerait un jour des professions comme celle de sorceleur. Les sorceleurs, ces tueurs ambulants de basilic, ces vainqueurs ambulants de dragons et de noyeurs. Gérald, on a le droit de boire de la bière dans ta corporation, bien sûr. Velora frappa en ses mains. Qu'on apporte de la bière, ordonna-t-il. Et toi, Gérald, rapproche-toi. Peu importe ce qu'on dira. La bière était fraîche et mousseuse. C'est une époque pourrie, monologuait Velora, en ingurgitant son boc. Les vermines en tout genre pullulent. À Mahakam, dans les montagnes, les bébés garous fourmillent partout. Dans les forêts d'autrefois, il y avait au moins des loups qui hurlaient. Maintenant, il n'y a plus que des vampires, des sortes de noctules, où que tu te caches, tu tombes sur un loup-garou, ou quelques autres pestes. Dans les campagnes, des ondines et des pleureuses enlèvent les enfants. On parle déjà de centaines. Il apparaît des maladies dont personne n'avait jamais entendu parler, à vous en dresser les cheveux sur la tête. Et pour compléter le tableau, ça, fit-il en proposant le parchemin sur le bureau, il n'est pas étonnant en général, Gérald, que les gens fassent si souvent appel à vos services. C'est un appel du roi burgrave. Gérald se redressa la tête. Vous pouvez me fournir des détails? Velora se renversa en arrière sur sa chaise et croisa les mains sur son ventre. Des détails, tu dis? Je peux t'en fournir, oui. Ce ne sont pas les informations de première main, mais elles sont de bonnes sources. C'est justement ce qui m'intéresse. Tu as de la suite dans les idées, comme tu veux, écoute. Velora avala une gorgée de bière, puis reprit en baissant la voix. Quand sa gracieuse majesté Foltest était encore prince héritier, sous le règne de vieux Médel, son père, sa gracieuse majesté nous montrait déjà de quoi il était capable. Et il était capable du pire. Nous croyions que ça lui passerait avec l'âge. Or, à peine couronné, dès la mort du vieux roi Foltest, c'est surpassé, au point que nous en avions la mâchoire qui se décrochait. Pour être bref, disons qu'il allait jusqu'à faire un enfant à sa propre sœur, Ada. Ada était sa cadette. Ils étaient inséparables. Mais personne ne se doutait de rien. Enfin, la reine peut-être.
Bref, voilà qu'on découvre qu'Ada a un gros ventre, et Voltest commence à causer mariage. Avec sa sœur, tu imagines Gérald. La situation était alors diablement tendue. Visimir de Novigrad, qui avait décidé de marier Zadalka à Voltest, avait envoyé une ambassade. Nous avons eu toutes les peines du monde à empêcher le roi, en le retenant par les pieds et les mains, de courir insulter les émissaires. C'est heureux que nous y soyons arrivés, car Visimir n'aurait pas manqué de nous étriper pour se venger de cet affront. Ensuite, grâce à l'aide d'Ada, qui a influencé son cher frère, nous avons réussi à dissuader le gamin d'un mariage précipité. Ada a accouché dans les temps réglementaires. Et comment? À présent, écoute bien, car c'est là que l'affaire commence. Il n'y a pas eu beaucoup de gens à voir de près la chose qui est née, mais l'une des deux accoucheuses s'est jetée par la fenêtre du donjon. Quant à l'autre, elle eut un coup de folie et est restée timbrée. Je me dis donc que ce super bâtard ne devait pas être très beau à voir. C'était une fille. D'ailleurs, elle est morte aussitôt. Personne, semble-t-il, ne s'est empressé de nouer son cordon ombilical. Ada, pour son bonheur, est morte en couche. Et ensuite, mon frère, Voltest a joué les imbéciles pour la énième fois. Il n'aurait pas dû garder le super bâtard dans un sarcophage dans les souterrains du palais. Il aurait dû soit l'incinérer, soit est-ce que je sais l'enterrer quelque part dans un endroit perdu. Il ne sert à rien d'épiloguer maintenant. Gérald leva la tête. En tout cas, il aurait fallu appeler un lettré. Tu veux parler de ces cripsous avec des étoiles sur leur chapeau? Bien sûr qu'on en a appelé. Il en est accouru une dizaine. Mais c'est après qu'on eut découvert que la chose sortait la nuit de son sarcophage. Elle n'est pas sortie tout de suite, tout s'en faut. Pendant les 7 années qui ont suivi son enterrement, on a eu la paix. Mais voilà qu'une nuit, c'était la pleine lune, on entend du tapage au château, des cris, une confusion indescriptible. Ce n'est pas la peine que je te raconte, ce sont des choses que tu connais. Et puis, tu as lu l'appel. Dans son cercueil, le bébé avait grandi, beaucoup grandi, et des dents lui avaient poussé, bien comme il faut. En un mot, c'était devenu une strige. C'est dommage que tu n'aies pas vu les cadavres comme moi je les ai vus. Tu n'aurais pas manqué de faire un grand détour pour éviter Vizima. Gérald l'écoutait sans broncher. Alors, poursuivit Vlora, comme je te l'ai dit, Voltest a rameuté toute une foule de sorciers. C'était à celui qui clapirait le plus fort. On a presque failli en venir aux mains et se battre avec les gros bâtons dont ils étaient armés. Certainement pour chasser les chiens qu'on leur lâche dessus. Et je pense qu'on leur en lâche dessus régulièrement. Excuse-moi Gérald, si tu ne partages pas mon opinion sur les magiciens, vu ton métier, tu les vois probablement sous un autre jour. Mais pour moi, ce sont des fainéants et des imbéciles. Vous, les sorceleurs, vous inspirez davantage confiance. Vous êtes, comme dirais-je, plus concret. Gérald sourit, sans faire de commentaire. Bon, revenons-en à notre propos. Le burgrave, après un coup d'œil dans son boc, se reversa de la bière et resservit le rive. Les conseils de certains sorciers ne paraissaient pas bêtes du tout. L'un d'eux proposait de mettre le feu au château, le sarcophage et la strige aurait brûlé avec. Un autre conseillait de lui trancher la tête d'un coup de bêche. D'autres étaient partisans de ficher des chevilles en bois de tremble dans différentes parties de son corps. En plein jour, bien sûr, quand la diablesse dormait dans son cercueil, épuisée par ses réjouissances nocturnes. Hélas, il s'en est trouvé un bouffon, avec un bonnet pointu perché sur son crâne chauve, un ermite bossu, pour inventer qu'un charme avait été jeté sur l'enfant, et qu'il était possible de le rompre. Ensuite, la strige redeviendrait la petite fille de Voltest, mignonne comme un cœur. Pour cela, il n'y avait qu'à passer une nuit tout entière dans la crypte, et le tour serait joué. Après quoi, tu imagines Gérald, quel écervelé c'était, il est allé passer la nuit au manoir. Comme tu peux en douter, il n'en est pas resté grand-chose, juste un bonnet et son gourdin, je crois. Mais Voltest s'est accroché à cette idée, comme du gratte-cul à la queue d'un chien. Il a interdit toute tentative de tuer la strige et a convoqué à Vizima des charlatans des coins les plus reculés du pays pour qu'ils désenvoûtent la princesse. Il fallait voir la compagnie, elle était pittoresque. De bonnes femmes tordues, des boiteux, si sales mon frère, si pouilleux, que c'était pitié. Et que je te perds un charme par-ci et que je te perds un charme par-là, de préférence devant une assiette de soupe et un pot de bière. Bien sûr, plusieurs ont été rapidement démasqués par Voltest, et le conseil, quel
jamais été condamné au pilori, mais il n'y eut pas assez de condamnation. Si ça n'avait tenu qu'à moi, ils auraient tous été pendus. Pendant ce temps, la Strige continuait à déchiqueter de plus belle de toutes ses dents tous ceux qui se présentaient sans faire de quartier, faisant fi des escrocs et de leurs formules magiques. Je pense qu'il était inutile que je le précise. Je ne crois pas non plus avoir précisé que Foltest n'habitait plus au château, plus personne n'y habitait. Volera s'interrompit, fit à son poc. Le sorceleur se taisait. Il y a 6 ans que ça dure, Gérald, car la chose est née il y a près de 14 ans. Entre-temps, nous avons eu d'autres soucis. Nous nous sommes battus contre Visimir de Novigrad pour des motifs sérieux et qu'on ne pouvait comprendre. Une affaire de poteaux de bornage que nous voulions déplacer, et non pas pour des affaires de filles ou de liens de parenté. Foltest, soit dit entre parenthèses, commence enfin à envisager vaguement de se marier, et il examine les portraits qu'envoient les cours voisines, alors que jusqu'ici, il avait l'habitude de les jeter dans les latrines. Mais sa manie lui reprend de temps en temps. Il envoie alors des hommes à cheval à la recherche de nouveaux sorciers. Et puis, il a promis cette récompense de 3000 orins, à la suite de quoi sont apparus quelques toqués, des chevaliers errants, même un pâtre, un innocent connu dans toute la contrée, paix à son âme. Quant à la Strige, elle se porte bien, elle dévore juste quelqu'un de temps en temps. On s'y fait, les héros qui essayent de la désenvoûter ont au moins ça de positif, que la bête se repaît sur la place, au lieu de traîner à l'extérieur du manoir. Et Foltest a un nouveau château, vraiment beau. Pendant ces 6 ans, Gérald releva la tête. Pendant ces 6 ans, il ne s'est trouvé personne pour en venir à bout. Eh bien non, Volera jeta sur le sorceleur un regard scrutateur. Il faut croire que c'est impossible, et il va falloir qu'il s'y résigne. Je parle de Foltest, sa gracieuse majesté, notre souverain bien-aimé, qui continue à faire clouer ses appels à la croisée des chemins. Mais les volontaires se font comme qui dirait plus rare. Il y en a eu un récemment, certes, mais il voulait que les 3000 lui soient versés d'avance. Alors on l'a mis dans un sac et jeté dans un lac. Ce ne sont pas les escrocs qui manquent. Oui, ça ne manque pas. Il y en a même beaucoup, approuva le burgrave sans quitter le sorceleur du regard. C'est pour cela que quand tu iras au palais, ne demande pas l'or d'avance, si tant que tu y ailles. J'irai. Eh bien, ça te regarde. Cependant, n'oublie pas mon conseil. Et puisqu'il est question de la récompense, on reparle ces temps-ci de l'autre partie. Je t'ai évoqué tout à l'heure, à savoir la main de la princesse. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais si la Strige ressemble à ce qu'on raconte, la plaisanterie est particulièrement macabre. Malgré tout, il n'y a pas manqué d'imbéciles pour filer au galop jusqu'au manoir dès que le bruit s'est répandu que c'était une occasion d'entrer dans la famille royale. Concrètement, 2 compagnons cordonniers. Pourquoi les cordonniers sont-ils si bêtes, Gérald? Je ne sais pas. Et des sorceleurs, burgrave, des sorceleurs sont si frottés. Il y en a eu plusieurs. Et comment donc? Généralement, quand ils apprenaient qu'il fallait juste désenvoûter la Strige et non pas la tuer, ils haussaient les épaules et pliaient bagages. Du coup, les sorceleurs sont remontés dans mon estime. Gérald, après eux, il en est venu encore un, plus jeune que toi, je me rappelle pas de son nom, si tant est qu'il me l'ait donné, lui, s'y est frotté. Et alors, la princesse aux dents acérées a dispersé ses tripes sur une sacrée distance, à une demi-portée d'arc. Gérald hochait la tête. Il n'y en a eu pas eu d'autres après. Si, il y en a eu encore un. Volera se tut un instant. Le sorceleur ne le pressait pas. Oui, finit par reprendre le burgrave, il y en a eu un autre. Au début, quand Foltest la menaçait du gibet, s'il tuait ou blessait la Strige, il a juste éclaté de rire et s'est mis à faire ses bagages. Mais finalement, Volera baissa la voix. Il murmura presque penché par-dessus la table. Finalement, il a accepté. Vois-tu, Gérald, il y a ici à Vizima quelques personnes intelligentes, des gens haut placés, même qui sont là de toute cette affaire. Les bruits courent que ces gens ont discrètement persuadé le sorceleur de tuer la Strige, sans faire de cérémonie ni perdre son temps à jeter des charmes. Il n'aura qu'à dire au roi que le charme n'avait pas opéré, que sa fille était tombée dans l'escalier, bref, qu'il s'était produit un accident au cours de l'opération. Le roi, certes, se mettrait en colère et ne lui verserait pas les orins de récompense, mais l'affaire n'irait pas plus loin. Ce fripon de sorceleur a répliqué que si c'était pour tuer la Strige gratis, nous n'avions qu'à le faire nous-mêmes. Eh bien, nous n'avions pas eu le choix. Nous nous sommes cotisés, nous avons marchandé. Sauf que tout ça n'a servi à rien. Gérald fronça les sourcils.
dans le coin. D'après ce qu'on raconte, il a fini par voir la Strige, vraisemblablement en pleine action, parce que la bête ne sort jamais de sa crypte simplement pour se dégourdir les jambes. Il a décampé la nuit même, sans prendre congé. Gérald fit une légère grimace, qu'il fallait sans doute interpréter comme un sourire. Ces gens intelligents, commença-t-il, ont certainement gardé leur argent. Les sorceleurs ne se font pas payer d'avance. Oui, dit Velora, bien sûr qu'ils l'ont gardé. La rumeur publique ne dit pas combien. Velora eut un large sourire. Certains disent 800. Gérald remua la tête en signe de dénégation. D'autres parlent de 1000, marmonna le burgrave. Ce n'est pas beaucoup, si l'on tient compte du fait que la rumeur a tendance à tout amplifier. Après tout, le roi en offre 3000. N'oubliez pas la fiancée, secoua Velora. Mais de quoi parlons-nous? On sait que tu n'obtiendras pas ces 3000. Et comment le sait-on? Velora appliqua un bon coup du plat de la main sur la table. Gérald ne teignit pas l'image que j'ai des sorceleurs. Cette affaire dure déjà depuis plus de 6 ans. La Strige expédie près d'une 50aine de personnes par an, même s'il y a moins de victimes aujourd'hui parce que tout le monde se tient à distance du château. Non, mon frère, je crois au sortilège. J'ai déjà vu beaucoup de choses et j'ai confiance dans les pouvoirs des mages et des sorceleurs. Jusqu'à un certain point, cela va de soi. Mais ce désenvoûtement est une ineptie qui est germée dans la tête d'un vieillard bossu et morveux, appétit par sa pitance termite. C'est une bêtise à laquelle plus personne ne croit, à part Foltest, non Gérald. Ada a mis au monde une Strige parce qu'elle avait couché avec son frère, voilà la vérité. Et aucun sortilège n'y pourra rien. La Strige dévore des êtres humains, comme toutes les Striges, et il faut la tuer, normalement, simplement. Écoute, il y a 2 ans, des paysans d'un trou perdu des environs de Mahakam sont allés en groupe massacrer à coups de hache le dragon qui dévorait toute leur brebis. Ils n'ont même pas jugé utile de s'en vanter. Pendant ce temps, nous ici à Vizima, nous attendons qu'un miracle, et à chaque pleine lune, nous barricadons nos portes et ligotons les criminels à un pieu devant le manoir, en escomptant que la bête, une fois repue, retournera dans son cercueil. Ce n'est pas un mauvais moyen, dit le sorceleur en souriant. La criminalité a diminué, pas le moins du monde. Pour aller au château, au nouveau, c'est par où? Je t'y conduirai, personnellement. Que penses-tu d'une proposition de la part de ces gens intelligents? Bien grave, dit Gérald. À quoi bon se presser? D'abord, quelles que soient mes intentions, il peut réellement se produire un accident au cours de l'opération. Alors, ces gens intelligents devraient bien se demander comment me protéger de la colère du roi et préparer les 1500 orins dont parle la rumeur publique. On avait 10 000. Non, Seigneur Velora, dit le sorceleur d'un ton sans réplique. L'homme à qui vous en donniez 1000 s'est enfui, sans demander son reste, quand il a vu la Strige. Ça veut dire que le risque est supérieur à 1000. Est-il supérieur à 1500? C'est ce qu'on verra. Bien entendu, je prendrai congé avant de partir. Velora se gratta la tête. Gérald, 1200, non burgrave, ce n'est pas un boulot facile. Le roi en offre 3000, et je dois vous dire qu'il est parfois plus facile de désenvoûter que de tuer. L'un ou l'autre de ceux qui m'ont précédé aurait bien fini par tuer la Strige, si ça avait été aussi simple. Vous pensez qu'ils se sont laissés dévorer simplement parce qu'ils avaient peur du roi? D'accord, mon frère. Velora branla la tête d'un air mélancolique. Marché conclu.